Bonsoir à tous et bienvenue pour le podcast numéro 49, le premier en 2019. Rien n'a changé depuis 2018, on reprend les mêmes et on recommence. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Certains avaient espoir de ne plus entendre sa voix, mais non, il est toujours là, Drayas, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On analysera donc tous ensemble ce qui s'est passé au PSG dans ce début d'année. On reviendra sur les deux matchs de coupe, la qualification face à l'Ogre Pontivy en Coupe de France et l'élimination surprise face à Guingamp. On reviendra ensuite sur la rencontre de championnat à Amiens. Et puis, on se posera la question de savoir si la mauvaise passe individuelle de certains cadres de notre équipe peut être inquiétante ou si cette mauvaise passe est provisoire. Et enfin, on décortiquera le reste de l'actualité PSG, le mercato. Là non plus, rien n'a changé pour le moment en 2018, malheureusement. Et on évoquera aussi la stratégie du PSG face aux médias. Paris attaque. On vous dira si c'est une bonne idée ou non. Sans plus attendre, commençons ce podcast. On va donc débuter par les matchs de coupe. Reprise tranquille face à Pontivy, victoire 4-0 avec des buts de Neymar, Mbappé, Draxler et un but contre son camp. Et puis cette défaite surprise face à Guingamp de buts à 1 malgré l'ouverture du score de Neymar. Et oui, le PSG a perdu 5 ans et 45 matchs qu'il n'avait plus connu l'odeur de la défaite en coupe. Il fallait même remonter jusqu'à 2012 pour voir une défaite en Coupe de la Ligue. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux matchs de reprise ? Et si la défaite face à Guingamp, est-ce qu'elle vous affecte ou pour vous ce n'est qu'une péripétie ? Olivier, s'il te plaît. Moi, je pense que le match de Pontivy, on va passer vite dessus. C'est une entrée dans la Coupe de France. C'est toujours à ce moment-là de l'année, c'est-à-dire après la trêve estivale. Les joueurs, notamment les Sud-Américains, reviennent pas toujours en même temps. Et là, il y avait Marquinhos, Di Maria et Cavani qui avaient quelques jours de congés supplémentaires. Les autres n'étaient pas rentrés beaucoup plus tôt puisqu'ils étaient rentrés 2 jours seulement avant la compétition. Donc ça a été un bon petit match de coupe qui a fait plaisir aux supporters locaux, mais dans lequel on n'a pas senti le PSG aucunement en difficulté, même si elle a été un peu laborieuse à se dessiner. La victoire est sans appel. Non, c'est le match de Guingamp qui est un petit peu plus contrariant. Sur le fond, comme tu l'as dit, c'est une défaite en Coupe de la Ligue qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps. C'est une défaite à domicile, c'est ça non plus, on ne l'a pas connu depuis le match retour contre le Real l'année dernière. Contre le dernier de la Ligue 1, ça non plus, ça ne glorifie pas ce match. Et puis la Coupe de la Ligue, on sait que c'est le trophée, même s'il n'a pas beaucoup de valeur, qui est le plus facile à gagner. Il y a 4 matchs seulement à disputer pour des équipes comme le PSG. On était quintuple tenant du titre, donc tout ça fait un peu tâche dans la saison, même si sur le fond, on n'attache pas une grande importance à cette coupe. Et sur la forme, là, on a vu malheureusement la réapparition de défauts bien connus depuis quelques années, qu'on peut résumer finalement par 2 mots, suffisance et insuffisance. Suffisance parce qu'on a senti les joueurs pas très concernés par ce match, prenant un petit peu de haut l'enjeu et retombant parfois dans des travers d'individualisme ou de manque d'engagement. Et ça illustre bien à nouveau les défauts congénitaux de cette équipe qui ont pu être masqués en fin 2018 mais qui sont bien là. Des latéraux qui sont nuls défensivement, des attaquants qui sont essentiellement des attaquants de rupture, aucun joueur qui est capable de frapper de loin, le désert au milieu de terrain. Là, on privilégie souvent le beau, le geste technique à l'efficacité, et puis ça manque un peu de guerrier quand il faut mettre le pinceau et puis s'arracher. Et je crois que d'un côté, ça remet paradoxalement les choses en place. Après l'euphorie qui était née de la victoire contre Liverpool, je crois que beaucoup de gens ont oublié combien ils étaient pessimistes avant ce match. Et la victoire a finalement levé ce pessimisme et peut-être c'était un peu prématuré. Et ça montre que Paris reste vulnérable quand l'équipe type n'est pas au complet, surtout quand Marquinhos et Marco Verratti ne sont pas associés. Et on peut rappeler la composition de ce match, qui était une composition quand même assez faible avec Meunier, Draxler, Marquinhos et Diaby en milieu de terrain, et puis Di Maria, Neymar, derrière Mbappé en 9. Donc il y avait quand même une équipe qui n'était pas tout à fait disposée avec ses meilleurs éléments et puis qui a un peu sombré. Merci à toi, Olivier. Drayas, ton avis sur ces deux matchs ? J'avais prévu de faire court, mais pour rebondir sur ce que disait Olivier, il n'y a pas eu que Liverpool. Il y a eu Liverpool et toute la période qui a suivi où on a vu pas mal de matchs intéressants. Si on a vu pour moi vraiment une autre attitude sur le terrain. Pour moi, j'ai vu ces deux matchs comme le retour des vacances, quoi. Il y a la défaite fait partie de la vie d'une équipe.
Et j'y vois bien plus de positif que de négatif, personnellement. Pourquoi? Pour les conséquences de cette défaite. Tu as rappelé à juste titre qu'il y avait un peu de suffisance. Alors, la suffisance, c'est un procès qu'on fait vite, mais en tout cas, de laisser aller, bon, on sait qu'on va le gagner ce match, il n'y a pas forcément besoin de faire des efforts, etc., etc., etc. Et on va en parler après, Damien, mais on a vu au moins au tout début de match contre Amiens une toute autre attitude des joueurs. Et je pense que c'est un retour de vacances, il faut se remettre dans le bain. Et dans ce cycle-là, dans ce cadre-là, la défaite est bien parce qu'elle permet d'accélérer justement ce processus. Et je pense qu'on pourra vraiment juger l'équipe d'ici 2 semaines, 3 semaines, le temps que tout soit rentré dans l'ordre. Tourelle n'est pas d'accord avec toi. Pardon, vas-y, Olivier. Et moi non plus, parce que effectivement, la défaite fait partie du sport, mais la défaite à domicile contre Guingamp, quels que soient les joueurs alignés, il y a une telle différence de niveau entre les deux, même si tu rentres de vacances, c'est pas une défaite qui est facilement acceptable. Donc là, je crois que c'est quand même un match où malgré les circonstances, il y a pas souvent des matchs où tu as 3 pénaltys sifflés contre toi, mais malgré les circonstances, ça fait tâche. Donc moi, je suis pas très satisfait de ça. Et puis tu disais que après Liverpool, on a vu des bons matchs. On a vu effectivement l'étoile rouge, mais après, on a vu 2 matchs nuls dans le championnat. On a vu un très net relâchement. Après, effectivement, une concentration extrême et une grande trouille qui a précédé Liverpool et puis ensuite l'étoile rouge. Et là, l'équipe, depuis, elle est un peu balbutiante dans son football. Bon, on reviendra sur le match contre Amiens, mais on a l'impression que après la trêve, on a réattaqué sur le même rythme un peu poussif, ce qu'on avait fini en 2018. Pour aller dans le sens de Dreyas et de la remise en forme, Tourelle fait un double changement à la mi-temps contre Guingamp qui était prévu quel que soit le scénario et quel que soit l'adversaire, en faisant rentrer Cavani et Marquinhos à la place de Verratti et Di Maria, donc pour remettre un peu en forme physiquement toute l'équipe. Donc j'ai l'impression qu'il a un peu pris ses matchs pour une remise en forme. Est-ce que vous estimez que pour toi, Darius, c'est une défaite un peu anecdotique? Est-ce que tu estimes par contre que si on ne gagne pas la Coupe de France, là, ça ferait tâche? Oui, alors oui, pour aller dans le sens d'Olivier, il y a un truc qui est vrai, c'est que si ça s'était produit en championnat, c'est bon. Là, ça se produit en Coupe de la Ligue, et Coupe de la Ligue qui est peut-être la Coupe en bois, mais même si c'est la Coupe en bois, il y a un trophée au bout. Et donc, c'est un trophée qu'on n'aura pas. Et donc, oui, si du coup, on ne prend pas et on perd en Coupe de France, ça fera 2 trophées en moins par rapport aux habitudes. Donc là, ça grincera inévitablement beaucoup plus. Et toi, Olivier? Moi, vraiment, cette année, pour moi, il n'y a qu'une compétition qui m'importe, c'est la Ligue des Champions. Parce que de son résultat va dépendre beaucoup de choses sur l'effectif, sur les possibilités financières futures. Le reste, le championnat, bien entendu, il est essentiel, mais celui-là, il ne devrait pas poser de problème. Le reste, j'avoue franchement que je m'en fiche. Ce que je n'aime pas, c'est la manière. C'est perdre à domicile contre le dernier de la Ligue 1, quel que soit l'état du PSG, pour moi, c'est inacceptable. D'accord. Ce match a créé une énième polémique autour de l'arbitrage. Est-ce que pour vous, cette polémique était justifiée ou non? Qui veut commencer? Arias, vas-y. J'en ai marre des polémiques sur l'arbitrage. La seule chose qu'on peut constater, c'est que VAR ou pas VAR, il y a toujours autant de questions, il y a toujours autant de débats, et peut-être même un petit peu plus. Après, je sais pas quoi en dire. Olivier, on passe. Je crois que le débat sur l'arbitrage est consubstantiel au football. Hein. Il y aura toujours des débats sur l'arbitrage, quelles que soient les techniques modernes qu'on peut y ajouter. Ceci dit, ce qui peut faire débat, c'est de concéder 3 pénaltys contre Guingamp. Ça me semble beaucoup plus emmerdant que les problèmes d'arbitrage. D'accord. On va passer maintenant aux performances des joueurs sur ces 2 matchs. On a vu un peu tout le monde à part Choupo-Moting sur l'ensemble de ces 2 matchs. Quels sont les joueurs qui vous ont plu, Darius? Neymar, parce que même quand il est fatigué, il est énorme. Je trouve que Tourelle il y a vraiment cette image d'un gamin hyper talentueux qui a débarqué, qui avait pas mal de défauts, pas mal de trucs, qui avait l'habitude d'être l'enfant, d'être le petit frère. Et Tourelle est en train d'en faire un joueur qui est vraiment complet et qui est fabuleux, un joueur qui a un vrai impact défensif, qui sait orienter le jeu. Alors, de temps en temps, il y a ces petits démons qui reviennent, comme sur le match contre Guingamp, où il était un peu plus facile que ce qui nous avait habitués récemment. Mais il devient prodigieux. Pour moi, c'est peut-être, s'il confirme cette lancée, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, pas forcément en termes de talent, mais par le fait qu'il soit aussi complet que ça.
J'ai envie de mettre en avant Kerrer, même si et sur les 2 matchs, sur un, il fait une faute qui est vraiment stupide, c'est le deuxième match contre Guingamp. Mais sur le premier match, il faut aussi des erreurs, il faut vraiment qu'il apprenne à se canaliser. Mais j'ai aimé sa fougue justement dans une équipe qui était un petit peu apathique, qui se reposait un peu sur ses lauriers. J'ai aimé sa manière de se battre. Et enfin, je vais mettre en avant Draxler, mais j'en parlerai plus après pour le match contre Amiens, même s'il était bien moins bon à Guingamp. Le premier match qu'il fait contre Pontivy était superbe et on reviendra après sur lui pour Guingamp. Olivier? Oui, c'est Neymar. Moi, je suis bien obligé également de saluer Neymar pour plein de choses, à la fois sur la répétition des bonnes performances, et puis sur l'état d'esprit qui a totalement changé. Le joueur a fait l'effort de rentrer avant la date prévue, ce qui montre tout l'investissement qu'il a maintenant dans l'équipe. C'est un joueur qui est beaucoup moins capricieux, qui cherche beaucoup moins la provoque qu'il ne le faisait auparavant. Il a vraiment épuré son jeu et il est devenu non seulement un brillant soliste, mais également le leader offensif qu'on attendait. Alors, un petit clin d'œil à Areola, que je défends toujours bec et ongle, et qui, à mon avis, a été quand même efficace sur les 3 pénaltys. Le premier parce qu'il déstabilise totalement le tireur qui tire au-dessus. Et le dernier, parce qu'il n'y aurait pas eu un petit rebond, je crois qu'il la sortait. Je crois que ça confirme sa qualité sur cet exercice-là. Et puis Silva et Marquinhos, je crois qu'il a vraiment passé un palier. Le fait d'avoir évolué au milieu, là, un peu décomplexé dans le travail de relance, je trouve qu'il prend beaucoup plus d'initiative, il tente des passes longues qu'il faisait un petit peu moins auparavant. Et puis Silva, maintenant il joue comme deuxième avant-centre. On n'a jamais vu un Silva comme ça. Il est en permanence dans le camp adverse. C'est lui qui frappe de loin. Enfin bon, c'est des joueurs qui sont en train, grâce et avec Tourelle et les consignes de Tourelle, de prendre une dimension qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là. Et puis Verratti, je crois que Verratti, c'est notre dernier milieu et on voit bien, à la fois quand il est là et surtout quand il n'est pas là, l'importance qu'il a dans le jeu de l'équipe. Très bien. Et à contrario, les joueurs qui t'ont déplu, Olivier? Les joueurs qui m'ont déplu, il y en a eu beaucoup sur ce match-là, pratiquement tous les autres. Les défenseurs, je crois qu'on a vraiment des défenseurs qui ont des véritables problèmes de technique défensive. Drayas citait Kerrer. Kerrer, le PSG a consenti 10 pénaltys, il est responsable de 4 d'entre eux. C'est absolument impossible s'il veut évoluer à ce niveau-là. Faut qu'il prenne exemple sur ces aînés brésiliens. Ils vont lui montrer comment on défend intelligemment dans la surface. Lui, il laisse venir, il attend généralement les choses, et puis après, il se jette et il fait des fautes un peu stupides. Là, il faut absolument qu'il canalise ça. Bon, Bernat, lui aussi, 2 pénaux sur 10. Hein. Chaque fois qu'il y a un duel dans la surface, il y a un risque avec Bernat. Alors, ça n'enlève pas leur qualité ailleurs, mais c'est quand même des défauts qui sont graves pour une équipe qui joue à ce niveau-là. Meunier, à nouveau un penalty lui aussi, des difficultés de placement constantes face à Thuram. Il avait déjà eu ça en championnat. Il a continué à subir pendant ce match de Coupe de la Ligue. Puis offensivement, il a un petit peu plongé par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mbappé, qui a confirmé dans ce match-là, alors qu'il jouait seul en pointe, qu'il n'est pas encore un numéro 9. Il n'est pas capable, à la fois psychologiquement et peut-être techniquement, d'avoir l'abnégation que demande ce poste. Et on reste un petit peu sur sa fin avec lui. Et puis, contrairement à Draxler, moi aussi, à Drayas, Draxler, oui, on peut effectivement les associer. Draxler a du mal à peser au milieu de terrain, dans le volume, dans l'agressivité, surtout lorsqu'on joue avec un milieu à 2 éléments. Alors, on verra dans le match d'Amiens et ses caractéristiques de ses demi-temps en fonction de son positionnement. Malheureusement, on ne peut pas compter sur ce joueur dans un milieu à 2. Très bien. Drayas, est-ce que tu as d'autres joueurs à citer? J'avais moi aussi mis Meunier. Difficile de ne pas le mettre. Et on peut noter d'ailleurs contre Amiens que Tuchel s'est énervé sur lui. C'est la première fois qu'il le fait de la saison, mais c'est la première fois qu'il sort de ses gonds de la saison. Et c'est peut-être qu'il commence à en impatienter plus d'un, à avoir autant de laisser aller dans son positionnement, autant de
autant d'approximation devant, même s'il fait encore quelques bons trucs, mais c'est très léger et c'est vraiment, vraiment insuffisant. Et les 2-3, alors je trouve Olivier très sévère, mais moi, les 2-3 qui m'ont déplu, c'est très, très relatif. Je vais mettre Kylian. Kylian, c'est très relatif. Pourquoi? Bon, on parlera un peu plus après de Kylian, mais disons simplement que en dépit de cela, en dépit d'une baisse de forme qui date un petit peu même, il reste décisif et c'est incroyable pour un joueur de 19 ans. Ou non, 20 ans maintenant peut-être. En tout cas un joueur aussi jeune, de continuer à être décisif dans ces conditions, dans un club comme le Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment une déception très relative. Et enfin, la deuxième déception très relative, mais c'est au regard de ce que j'avais vu avant, je vais mettre Marquis en déception. Mais il a été excellent, hein. C'est une des satisfactions de ce début de 2019, mais il m'avait habitué à un tel niveau. Je demande qu'à revoir le Marquis de Liverpool encore, et c'est juste de l'impatience et de l'envie qui est le fait que je le mets dans cette catégorie-là. Ok. Oui, je crois aussi que c'est les performances décevantes de certains joueurs sont liées aussi au bricolage permanent qu'est obligé d'accomplir Tourelle avec ce désert du milieu de terrain. Il y a des joueurs qui sont esselés, souvent les latéraux, hein, le jeu, ils sont pas très soutenus de leur côté. Et puis on a vu Marquinhos a peut-être été un petit peu moins bon parce qu'il n'y avait pas Verratti sur le match de Guingamp. C'est Verratti qui remplace Marquinhos. On a l'impression que si ces deux-là ne jouent pas ensemble, c'est plus compliqué pour l'équipe, à la fois dans la tenue du milieu de terrain, mais aussi dans l'équilibre général de l'équipe. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Très bien. Moi, je rajoute Nkunku pour son match contre Pontivy. Il n'y est plus du tout, le pauvre. Ça fait plusieurs matchs là qui disparaît totalement et qui, quand il a la chance de jouer, ne montre plus grand-chose. Je pense qu'il est temps pour lui Mais il est limite sorti de l'équipe, en fait. De partir. Ouais, c'est le bouche-trou du bouche-trou maintenant. La petite info dont tout le monde se fout, ou peut-être pas tout le monde, nos jeunes ont perdu en Coupe Gambardella, voilà, pour être dans le domaine des coupes. Dès le deuxième tour contre Fleury, pas très glorieux. Ça fait depuis 91 que Paris n'a pas gagné cette compétition. Ils font comme les grands, quoi. Ils cartonnent en Ligue des Champions, passe limite, mais pas assez, et en coupe. C'est la CFA Gambardella, c'est pas les U19. Ah, pardon. C'est les U21, il y a Vie et tout ça, et compagnie dedans. On va passer maintenant donc au match de championnat contre Amiens. Victoire 3-0 avec des buts de Cavani, de Mbappé et de Marquinhos. Est-ce que pour vous, le PSG a réagi avec la manière? Drayas, ton avis? C'est discutable. Oui et non. Il y a eu une excellente entame, il y a eu une très bonne fin de match, et entre les deux, un gros ventre mou. Mais je pense que c'est encore une fois à mettre en relief avec la coupure, avec des joueurs qui ont repris à des temps différents. Et j'ai plus envie de m'intéresser vraiment à ce qui s'est passé au début et ce qui s'est passé à la fin. Tout simplement parce qu'on a vu une équipe qui essayait de jouer ensemble, qui essayait d'aller vers l'avant. Je suis pas catastrophé. Pour moi, si on regarde les matchs, je trouve qu'on est dans une progression. Et le but, c'est d'être prêt dans un mois maintenant. Et si on juge ce match au regard des matchs qui l'ont immédiatement précédé, on est clairement dans cette progression. Là, c'est juste qu'on n'avait qu'une demi-heure dans les jambes. Peut-être qu'au prochain match, on en aura une demi-heure, 45 minutes. Et il faut qu'on ait 90 minutes, voire 110 minutes, voire 100 minutes pour le 12. C'est le 12 février, je crois. Je sais plus exactement. Le match aller, oui, il me semble. Voilà, pour le 12 février. Ça arrive vite. Olivier? Pour moi, le match d'Amiens, on a forcément réagi puisqu'on l'a gagné. Mais le match d'Amiens, il est assez représentatif de beaucoup de matchs qu'on a vus cette saison, c'est-à-dire avec deux mi-temps très différentes. Et je dirais pour moi, le match d'Amiens, c'est le match de Draxler. On a vu le mauvais Draxler en première mi-temps quand il était positionné en double pivot au milieu avec Marco. Et on a vu le Draxler utilisé avec ses qualités en deuxième mi-temps lorsqu'il jouait numéro 10 en soutien des deux attaquants. Et là, c'est un tout autre joueur. Il n'a peut-être plus besoin d'être accaparé par une vigilance défensive et qui peut donner libre cours à sa finesse technique. Et d'un seul coup, le visage de l'équipe a changé. Donc, je dirais que le PSG a doublement réagi contre Amiens. Il a réagi par la victoire du match contre Guingamp, et il a réagi ensuite par rapport à sa mauvaise première mi-temps. Et je crois aussi qu'il a réagi parce qu'on a retrouvé face à Amiens le même type d'opposition qu'on avait vu avec Guingamp, c'est-à-dire des équipes qui alignent deux lignes défensives de 9 joueurs
devant leur défense, et c'est une attaque-défense, et on sait que c'est quelque chose de très difficile pour trouver des solutions dans des blocs aussi compacts, surtout en première mi-temps lorsque les joueurs ont encore un peu d'énergie. En deuxième mi-temps, le penalty qui a forcé Amiens un peu à se découvrir, l'expulsion d'Adénon et la fatigue a fait qu'il y a eu plus d'espace et que les Parisiens ont tranquillement pillé le match, mais ils ont beaucoup souffert en première mi-temps. D'accord, on va passer au... Je vais juste réagir sur je te trouve dur sur la première mi-temps. Pour moi, il y a vraiment deux parties dans la première mi-temps, et même en deuxième mi-temps, il y a deux parties. Il y a le premier quart d'heure et il y a après. Tu as eu 10 minutes où justement ça circulait beaucoup, ça écartait beaucoup. On mettait vraiment en difficulté ce bloc avant de s'essouffler. Mais pour moi, on peut pas mettre toute la première mi-temps dans un espèce de panier poubelle, quoi. Non, c'est pas une panier poubelle. Tu remarques que le PSG n'a pas pour le moment, il l'a pas toujours eu dans son histoire, mais il n'a pas pour le moment les solutions face à une défense hérisson comme celle-là. Ça a été vraiment une attaque-défense, un match de handball, mais malgré une possession outrancière, tu retrouves un certain nombre de défauts qui font que l'équipe ne trouve pas la solution. Aucun joueur ne tire de loin. Enfin, les pénétrations sont très difficiles, on n'écarte pas. Il y a des problèmes là. Sur tirer de loin, je suis parfaitement d'accord avec toi. Par contre, je suis convaincu que si on est capable de jouer les 45 minutes comme les 15 premières minutes, à la mi-temps, il y a 3-0. Il n'y a pas eu contre Guingamp qui proposait parce qu'on a tenu que 15 minutes. Et le but, c'est de faire 2 fois 45 minutes le 12 février. Mais là, on a tenu 15 minutes et avant, il y avait strictement rien de ça, que ce soit contre Pontivy ou contre Guingamp, on n'a vu rien de ça. Et là, on a vu 15 minutes. Donc, voilà, moi, je vois cette progression et pour moi, la première mi-temps, à ce titre-là, j'ai plus envie de la regarder sur le fait que les 15 minutes étaient bonnes, alors que juste avant les 15 minutes, on n'avait pas ces 15 premières minutes, que de regarder le fait qu'on revoit des défauts qu'on voyait en 2018. On verra, hein, de toute façon, le futur nous donnera raison à l'un ou l'autre. Mais moi, je vois une marge de progression depuis début 2019, et cette première mi-temps m'a confirmé dans cette impression. Dreyas veut voir le verre à moitié plein. Toujours. Mais de toute façon, on n'aura pas ce type d'opposition en Ligue des Champions. Là, en Ligue des Champions, il y a des adversaires qui jouent. On n'a pas des adversaires qui sont complètement recroquevillés et qui attendent le contre ou le coup de pied arrêté pour s'en sortir. Exactement. On va passer au top 3 performances. Dreyas, qui as-tu mis ? Alors, j'ai Draxler, mais pour le coup, je suis allé chercher quelques statistiques sur... il y a un site qui est formidable qui s'appelle du Stade au Stade. Alors, il va y avoir les statistiques que pour la Ligue 1 et la Première Ligue, pas les autres. Mais il y a par contre, pour le coup, au niveau statistique, il y a absolument tout. Ils ont un partenariat avec Optagent et il y a tout. Et donc, concernant Draxler, on va peut-être commencer. Je vais tous les dire, mais on va voir. Se frotter les mains, on va voir en fait l'impact défensif qu'il a eu sur ce match, qui a été extraordinaire en fait. Ça a été le meilleur défenseur du match, tout simplement. Donc, c'est le deuxième joueur à avoir fait le plus de passes après Dani Alves. Il faut prendre en compte que Marco Verratti est sorti plus tôt. C'est le joueur qui est le plus à l'origine d'actions de but. Il est à l'origine de 4 actions de but. Le deuxième, c'est Marco avec 2. C'est le deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons. Il est à 115, il est juste derrière Alves. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles. Il en a fait 3, les autres en ont fait maximum 1. C'est le joueur qui a gagné le plus de duels de l'équipe. Il est à 10, Marco, à titre de comparaison, au niveau des duels, il est à 4. C'est le joueur qui a réussi le plus d'interceptions de l'équipe. Il est à 2, mais c'est le seul qui est à 2. C'est le joueur qui a réussi le plus de tacles de l'équipe. Il est à 3. Et enfin, c'est le joueur qui a fait le plus de passes dans le dernier tiers. Il a fait 34 passes dans le dernier tiers, donc dans les 30 mètres adverses. Le seul bémol sur sa performance au niveau des stats, au niveau de la lecture des stats, c'est celui qui a fait, des 3 milieux, c'est celui qui a fait le moins de passes vers l'avant. Il a un ratio de passes vers l'avant qui est très faible pour un milieu, de 25%. On n'est pas dans les 21-22% habituels de Rabiot, mais ça reste trop faible. Donc il a fait un match plein, tout le monde met en avant sa deuxième mi-temps et clairement il était très visible, mais personne n'a vu, il me semble moi, que personne n'a vu sur sa première mi-temps la quantité d'interceptions qu'il fait, son intelligence de placement. Alors oui, il fait pas assez de passes vers l'avant, oui, il se projette pas assez, mais il a été essentiel pour moi aussi dans la première mi-temps. Enfin, j'ai envie de mettre en top Mbappé, parce qu'on le critique beaucoup en ce moment, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un petit peu de folie dans son jeu.
il était serré de près avec une défense qui le lâchait pas. Et il est décisif et il est très décisif. Il a été très intéressant et ça m'a fait du bien de retrouver sa fraîcheur ça fait bien 4-5 mois que je ne l'avais pas vu frais de cette manière-là. Et j'ai envie de mettre en avant aussi Marquinhos qui, si on parle de la charnière, c'est le central qui a gagné le plus de ballons. Il a gagné 12 ballons et il est pas loin des 30% en termes de passes vers l'avant. Ce qui est très 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 bien pour un central. Donc j'ai beaucoup aimé Marquinhos. Olivier? Moi, je vais faire une spéciale Draias et je vais vous sortir un top flop. Le top flop, c'est Draxler pour moi, voilà, qui a été, je le répète, le symbole des deux visages de l'équipe. Très décevant en première mi-temps où il est placé en double pivot avec Verratti et il démontre sa totale inadaptation au poste, nonchalance, manque de volume et d'agressivité, limite défensive. Tout défaut, faut pas l'oublier, qui lui ont valu une soufflante de Tourelle après le match contre Guingamp. Il paraît que les murs ont tremblé quand il a parlé à Draxler. Et diamétralement opposé, sa deuxième mi-temps, où il est replacé plus haut en soutien des deux attaquants. Et là, je l'ai déjà dit, il a fait admirer sa finesse technique, son sens de la passe. Et il est à l'origine des 2 derniers buts. Donc pour moi, Draxler a montré le visage qu'il ne peut pas montrer différemment que de celui-là. C'est-à-dire, il faut le positionner là où il est bon. S'il doit faire la rustine en milieu de terrain parce qu'on n'a pas de milieu de terrain, on va droit à la catastrophe si jamais le niveau d'opposition va se relever face Je peux me permettre une toute petite question, Olivier? Attends, je finis. Face aux 2 monstres qu'il y a à Manchester, il va sauter à la corde et ça va être l'horreur. Oui, je t'écoute. T'as entendu les chiffres que j'ai donnés quand même? Oui, mais alors, les stats, comme tu le sais très bien, on leur fait dire n'importe quoi. Pas pour l'agressivité, pas pour l'agressivité, le volume. Je veux dire, il y a un moment où, si tu veux, quand tu es le joueur qui gagne le plus du duel de l'équipe, il est à 10 duels gagnés. Le deuxième joueur, alors 2 fois plus que 2 fois plus que Marco Verratti, et le deuxième joueur de l'équipe qui a au plus de duels gagnés, ça doit être Marquinhos, et de mémoire, il est à 5. Lui, il est à 10 duels gagnés. Oui, mais... en termes d'interception, en termes de tacle, en termes de etc. Enfin, tout ça. Un défenseur qui tacle n'est pas un bon défenseur. Sinon, tu vas dire que Thiago Silva est un mauvais défenseur. Oui, mais il gagne les duels. Non, mais attends. Ces statistiques sorties de leur contexte, c'est-à-dire faire une passe facile, tu peux faire 2000 passes faciles à 2 mètres en arrière, etc. Ce qu'on a reproché pendant très longtemps à nos défenseurs centraux, qui avaient des statistiques de passes extraordinaires et que vous avez été les premiers à démolir en disant bah oui, d'accord, mais si tu fais une passe à 2 mètres, ça veut rien dire. Moi, j'ai vu ce match avec mes yeux de spectateur, je l'ai revu, et la première mi-temps de Draxler, défensivement, il y a vraiment rien qui sort par rapport à ce que peut apporter un vrai milieu de terrain défensif. Donc moi j'ai été ébloui par sa deuxième mi-temps, mais vraiment pas surpris par sa première qui pour moi reste dans la lignée de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire c'est pas son poste. Très bien, moi je réagirais après ton flop sur Draxler, sur le sujet, mais tu as 2 autres tops, Olivier. Oui, j'ai 2 autres tops, donc le top, mon deuxième top c'est la paire Silva-Marquinhos qui a confirmé après Guingamp ses progrès dans la participation au jeu offensif. D'abord, ils jouent maintenant à hauteur de la ligne médiane, si ce n'est pas à l'intérieur du camp, et on les voit se projeter, tenter des passes longues et courtes. Là, pour moi, il y a un vrai progrès par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant, c'est plus facile d'être dans le camp adverse quand l'ensemble de l'équipe adverse est massé sur sa ligne de but. Donc, c'est quelque chose. Mais j'ai été quand même séduit par ça. Et puis j'ai à nouveau été séduit par Verratti dans son rôle de chef d'orchestre qui a été encore plus éblouissant parce que Neymar n'était pas là. Donc quand Neymar, avant il se partage un peu les rôles, mais là sans Neymar, on voit bien que c'est lui le maître à jouer de cette équipe et j'ai encore trouvé qu'il a fait un très bon match. D'accord. On va passer au flop du coup, Olivier. Le flop, Meunier continue dans le dur, dans la lignée de son match catastrophique qu'il avait fait à Guingamp. Lui, par contre, il n'y a pas de progrès par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai vu qui n'était pas bon? Les intermittents du spectacle. Pour moi, en ce moment, Di Maria et Mbappé, ils jouent trop par intermittence. Hein. On a vu Mbappé totalement englué dans la défense très regroupée d'Amiens en première mi-temps. Il n'a trouvé aucune solution. C'est un joueur qui a bien sûr des circonstances atténuantes du fait de son jeune âge, mais qui, lorsqu'il n'a pas d'espace,
a tendance à tourner un peu en rond et à pas trouver de solution. On a vu par contre que quand les espaces se sont libérés en deuxième mi-temps, il est redevenu un joueur décisif. C'est lui qui provoque le penalty et c'est lui qui marque ou qui fait une passe décisive, je sais plus. Non, il marque un but dans ce match-là. Ouais. Et puis les flops, c'est l'évidence du manque de milieu qui continue à nouveau à susciter un énième bricolage, puisqu'on a joué au milieu de terrain avec Draxler et Alves, et on a fini avec un improbable duo de nains, Alves-Bernat. Heureusement que le match était plié. À quoi le malheureux Tourelle en est réduit pour essayer de présenter quelque chose au milieu de terrain. Donc c'est pour moi le flop de fin de saison dernière et de début de cette saison. Vivement des renforts au milieu. On peut pas continuer comme ça. À toi, Dadrayas. C'est pas celui que j'avais mis en premier, c'est celui que j'avais mis en dernier, mais je vais en parler en premier parce que je voulais juste réagir. Je l'avais mis aussi mis. Hein. Meunier, c'est presque pas possible de pas le mettre sur ce match. Après, pour une fois, il a eu une très très bonne passe et je sais plus. Alors c'est contre Guingamp qui fait la passe décisive à Neymar. Non, mais là il a une très très bonne passe en fin de match et c'est pour Moussa ou pour Nkunku, je sais plus. Mais il fait un centre, pour Diaby, pour Diaby et il fait voilà. Donc je voulais le sauver un petit peu par rapport à ça, mais ça fait très 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 léger. Sinon au premier j'avais mis Cavani quoi. Oui, il est décisif, il met un penalty, puis derrière il fait une superbe passe pour Kylian Mbappé. Mais bon, alors après c'est un attaquant, donc s'il est comme ça à tous les matchs, mais le truc c'est qu'il ne plombe pas autant à tous les matchs, et il a un niveau technique qui est, mais de match en match, pire. Et je veux dire, le mec, il est en train de littéralement sous nos yeux perdre son football. C'est assez impressionnant quand on se souvient du match qu'il a fait contre la France, enfin avec l'Uruguay. Non, le match d'avant. La Coupe du Monde avec l'Uruguay. La Coupe du Monde avec l'Uruguay. Les matchs qu'il faisait et les matchs qu'il est en train de faire là, la différence, elle est abyssale, quoi. Techniquement, c'est proche du néant. Perte de balle, passe mal assurée, enfin, on en passe les meilleurs. Et enfin, je voulais nommer Di Maria, mais pour moi, il a fait un mauvais match, mais par contre, il est un peu trop hors de forme, il est en train de revenir. Il faut lui laisser un petit peu de temps, parce que le juger sur ce match, ce serait un petit peu trop dur. Et non, mais c'est pas le même Di Maria qu'on a vu là avec le Di Maria. Et sinon, je voulais revenir juste sur ce que disait Olivier sur le milieu qu'on a vu. Je me demande si mais c'est pas moi qui pose la question. Ça a été soulevé à plusieurs endroits. Si c'est pas intentionnel de Tourelle pour envoyer un signal à ses dirigeants encore plus clair. J'ai besoin de milieu. Moi, juste pour revenir sur le petit Draxler. Oh non. Non, mais juste. Il y en a qui ne le voient pas, en fait. Je pense que c'est un joueur de position. Et quand un joueur de position, c'est-à-dire que même quand il joue milieu, il est souvent très bien placé si la balle arrive à lui pour continuer l'action. Sauf que la balle n'arrive pas tout le temps. Et c'est pas un joueur qui, comme Marco, va venir décrocher. Et c'est là-dessus que, du coup, on a l'impression qu'il n'est pas statique, qu'il ne bouge pas, qu'on ne le voit pas. Parce qu'il attend que la balle arrive. Et là, il est bien placé si la balle arrivait dans ses pieds. Et au-delà de ça, quand un joueur, on dit de position, c'est un joueur, c'est tout bête. Mais quand l'équipe adverse a la balle, c'est un joueur qui coupe un nombre de livres de passes assez hallucinant. Et c'est très intéressant défensivement. Très bien, on va passer sur une petit focus sur les joueurs en difficulté, disons, depuis à peu près le mois de novembre. Il y a quelques cadres qui inquiètent ou pas, vous nous direz. Est-ce que vous pensez que ça peut être continuel ou si c'est juste passagère? On va commencer par le premier, que vous avez déjà bien commencé à tailler, Meunier, Drayas. Meunier, en fait, c'est un plus gros problème que juste Meunier. Alves, déjà, il commence à. C'est Kerrer maintenant. Alves commence à la limite, oui. À la limite, voilà, ça sera notre solution. Mais c'est pareil, Kerrer, c'est un joueur de 21 ans qui essaye de se positionner dans l'axe. Est-ce que tu vas le mettre à droite dans les gros matchs? Comme le disait justement Olivier tout à l'heure, c'est un joueur qui a tendance à. Pour moi, c'est pas qu'il défend mal, Kerrer, c'est juste qu'il y a des moments où il n'est pas concentré, il laisse le mec partir et il essaie de se rattraper. Et quand il essaie de se rattraper, il fait une cagade, quoi. Voilà. Et effectivement, si Meunier, en gros, on ne pourra pas recruter à ce poste. Donc, on a besoin d'un Meunier au niveau. Et on est loin des qualités qu'il affichait la saison passée. Et ses défauts sont toujours les mêmes. Donc, ça commence à poser problème. Olivier? Oui, là, moi, il m'inquiète effectivement parce que, comme le dit Darius, moi, je pensais. Grâce à sa fin de saison, il avait été libéré par la blessure d'Alves en devenant titulaire indiscutable. Et puis sa Coupe du Monde, où il avait vraiment fait une très bonne Coupe du Monde. On pensait qu'il avait franchi un palier, mais là il stagne à la fois en confirmant son inaptitude défensive. Il
il laisse venir les adversaires et puis il intervient au dernier moment, ou alors il se fait prendre dans le dos trop facilement. On voit bien qu'il est en danger par son entraîneur, puisqu'il a fini par lui préférer Kerrer pour les 2 matchs les plus importants de la phase de poule. Alves revient. Il a donc intérêt à réagir parce que sinon il va disparaître de l'équipe. Donc lui vraiment, oui, il est inquiétant. Est-ce que c'est pas aussi physique? Il y a énormément de joueurs qui ont été parmi les demi-finalistes de la Coupe du Monde qui ont un contre-coup physique. On peut penser à Modric, à Rakitic. Il y a énormément de joueurs qui ont un gros contre-coup physique. Et en plus, vu qu'Alves était blessé, il a dû enchaîner les matchs. Et c'est quand même un poste où on doit faire des allers-retours incessants et avoir un gros volume. C'est tout à fait possible. Là-dessus, on ne sait pas, on n'a pas accès aux données, machin truc. Mais c'est même très probable. Mais il n'empêche que ça commence à devenir probable. Ah oui, là, ça fait quelques mois. Indépendamment du fait que peut-être que ça explique cela. Un autre joueur qui a du mal ces derniers temps, c'est Di Maria. Même statistiquement, 0 but, 3 passes décisives sur ses 14 dernières rencontres qu'il a pu disputer. Et à des fois où il était intermittent du spectacle, mais il y avait l'argument il est décisif, il ne l'est plus en ce moment. Olivier, ton avis sur Di Maria? Est-ce inquiétant? C'est pas inquiétant parce qu'on connaît Di Maria. On sait que c'est un joueur qui est irrégulier d'une partie de la saison à l'autre, d'un match à l'autre, et même très souvent au cours d'un même match. Il peut être très brillant à un moment donné puis disparaître à un autre. Moi, je crois que je lui donnerais une petite circonstance atténuante. Je pense qu'il pâtit des soucis au milieu de terrain et c'est un des joueurs qui est le plus baladé d'un poste à l'autre parce que Tourelle continue à lui faire confiance. Et moi, je me souviens des bons matchs qu'il a fait dans sa meilleure position, c'est-à-dire en deuxième numéro 10, associé à Neymar. Là, il peut être tout à fait libéré et exprimer le mieux ses qualités. Mais je pense qu'il reste indispensable parce que c'est un joueur de devoir. Il a une énorme activité, il tente beaucoup, il rate beaucoup, mais il tente beaucoup. Il s'engage. Et puis, sa patte gauche nous a apporté quand même beaucoup de solutions intéressantes offensivement sur coup de pied arrêté. Et puis, c'est un des rares qui frappe en dehors de la surface. C'est quand même quelque chose qui est très important dans cette équipe. Donc, j'ai plus d'illusions sur Di Maria, mais j'ai zéro inquiétude à son sujet parce que je pense qu'il sera là dans les grands matchs et qu'il rendra beaucoup de service à l'équipe. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans les grands matchs. Drayas, toi, ton avis? J'avais commencé un peu comme Olivier. D'une manière générale, je suis à peu près d'accord avec Olivier, même si je n'ai pas tendance à être... Je suis un peu plus dur avec le joueur, mais oui, je pense que tu vois, Di Maria, il nous plante un but contre Manchester United. Tout ce qu'on peut dire de négatif maintenant, c'est oublié. Ouais. Et puis ça reviendra à Di Maria, le mec qui est décisif quand il faut, blablabla. Maintenant, pour ce qui est décisif, ça fait un moment. Et puis il y avait une période où Di Maria n'était pas décisif, mais il était bon dans le jeu. Et là, depuis quelque temps, il n'est pas décisif et il n'est pas très bon dans le jeu. Alors peut-être le positionnement, j'ai pas regardé ça de près, peut-être que ça explique. Mais néanmoins, j'aimerais bien voir de temps en temps un joueur, que Tourelle donne à un joueur sa chance plutôt qu'à Di Maria, ce serait Draxler. Mais attention, Olivier est désespéré. Qui est autant décisif que Di Maria cette saison. Je suis désespéré là. Mais attention à une chose, c'est que Draxler, c'est le professionnel de rater les rendez-vous et les trains qui passent quand ils passent devant lui. Alors des fois, c'est à cause du décès d'une grand-mère, des fois, c'est à cause du simplement qu'il n'est pas au niveau. Donc là, si jamais c'est le cas, il faudra que Draxler saisisse l'opportunité. T'as dit qu'il était très bon en position haute, Draxler, tout à l'heure, Olivier. Oui, contre Amiens, mais bon, Draxler, c'est pas un joueur de grand match, c'est un joueur qui sombre quand on a la difficulté. Di Maria, tu peux être sûr que même s'il n'est pas formidable, il va se battre, il va faire le job. Ça, carrément. Alors, il y a une stat aussi, alors lui, c'est peut-être physique aussi, Di Maria, c'est jusqu'en novembre, il touchait en moyenne 80 ballons par match, là, il est plus aux alentours de 50-60, notamment, il en a touché que 30 contre Liverpool et à peine 50 contre Belgrade, alors qu'on avait énormément de possession, donc son volume de jeu aussi est moins présent, on le voit de plus en plus disparaître, je trouve. Souvent, c'est comme ça. Il est là dans des bonnes périodes. Bon, c'est lui qui nous sauve la Ligue des Champions avec son but contre Naples. Faut pas qu'on l'oublie quand même. Après, il est clairement meilleur entre les lignes quand il est plus axial que sur le côté. Voilà, absolument. Match, là. Il peut plus avoir, tout à fait. Il peut plus avoir un volume suffisant sur les côtés. On est d'accord. On va passer à Mbappé, qui commence à être critiqué depuis 2-3 mois aussi. Donc, il reste décisif, notamment dans les matchs importants contre Belgrade ou Liverpool. Mais il loupe beaucoup d'occasions, il fait moins de différence, il gagne moins de duels. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec notre cher Kylian, mon petit Drayas? Moi, déjà, j'ai littéralement aucune inquiétude. Je vais faire un petit détour en parlant de la fameuse chenille, de la courbe de progression, le Adult Learning Mechanism, ou je ne sais plus exactement, le fameux ALM. En gros, mais c'est
on retrouve ça dans tous les sports, dans la manière de progresser. D'abord, tu fais progresser tes faiblesses pour ensuite pouvoir faire progresser tes forces. Puis, une fois que tu as fait progresser tes forces, tu fais progresser tes faiblesses et ainsi de suite. Et voilà, c'est un joueur qui est en construction. Il a que 19 ans. Il est méga décisif tout en étant décevant. Faut lui laisser du temps. Il est dans une phase de progression de ses points faibles, de doute. Vas-y, il y a le côté flamboyant de Kylian qui, en ce moment, il n'est plus vraiment là, mais ça va revenir. C'est juste le temps que tout ça se cale et pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Olivier, tu partages cet avis? Je partage totalement la sérénité drayassienne sur ce coup-là. C'est un joueur qu'on découvre. Il est au très haut niveau depuis quand? Depuis une saison et demie, 2 saisons. À la Coupe du Monde, il y a le match contre l'Argentine, l'accélération qui fait qu'il est devenu la star absolue, mais ça reste un très jeune joueur dont on n'a pas encore cerné les limites. Et c'est les limites actuelles, c'est qu'il est phénoménal quand il y a des espaces, mais beaucoup plus emprunté lorsqu'il doit se retrouver dans des défenses très serrées ou lorsqu'il y a un gars qui est au marquage un peu fort sur lui. On voit qu'il tente toujours un peu la même feinte qui marche moins parce que les défenseurs la connaissent. Il n'a pas l'abnégation d'un neuf et il fait pas suffisamment d'efforts défensifs. Mais dès qu'il a de l'espace, dès que tu lui donnes un ballon en profondeur, toutes les défenses du monde les ont à zéro parce qu'il est capable de planter dans n'importe quelle situation. Donc, lui aussi, à mon avis, pâtit du déséquilibre de l'équipe au milieu. On le voit quand il joue à 2 en pointe avec Cavani, quand il peut se rapprocher un peu de Neymar, il est beaucoup mieux. Donc, il faut absolument lui donner l'équipe qui va lui permettre d'avoir ses positions préférentielles et puis le laisser gentiment progresser dans le reste des choses. Il a 20 ans, il a un avenir extraordinaire, donc zéro inquiétude sur Mbappé. Très bien. Il y en a un qui ne semble pas partager la sérénité drayassienne, c'est Cavani, qui continue à marquer beaucoup, mais qui semble un peu traîner son spleen sur le terrain. Votre diagnostic, docteur Olivier, s'il vous plaît. Cavani, c'est comme dit Maria, on peut pas s'étonner de Cavani. Cavani n'a aucune relation technique avec les autres. Autant il est bon dans l'équipe d'Uruguay parce qu'il est avec des travailleurs, des généreux, des joueurs qui vont les faire jouer avec le sang et les larmes sur le terrain. Ça, c'est une équipe qui est à sa mesure. Dès qu'il se retrouve avec les technicos, les meilleurs du monde, c'est le vilain petit canard de la bande. Donc, il a jamais réussi à se positionner vraiment. Il existe parce qu'il est capable quand même de marquer des buts qu'en général, il se fait tout seul. Parce que il a cette capacité à bien se placer, à avoir une technique sur des petits espaces, à être capable de jouer en première intention de façon extraordinaire, mais il souffre du reste de ses coéquipiers et ses coéquipiers souffrent de lui. Donc je crois que la question de Cavani, elle va se poser au mois de juin. Est-ce qu'on continue avec lui ou alors est-ce qu'on change de profil de numéro 9 parce qu'on peut pas penser que maintenant il va changer, il faut l'accepter tel qu'il est, avec tout ce qu'il peut apporter, mais aussi avec tout ce qu'il ne peut pas faire. D'accord. Daria, si t'inquiète. Comme Olivier, je suis pas surpris, mais là où par contre je suis un peu surpris, c'est que c'est quand même de pire en pire. Le niveau qu'il a montré technique, je parle du niveau technique, le niveau technique qu'il a montré là, je pense pas l'avoir déjà vu sous le maillot du Paris Saint-Germain être aussi faible techniquement. Je me souviens des années où il était avec Ibra, il était sur l'aile, je me souviens des saisons de vendange, mais de rater autant de passes faciles, je me souviens pas. Mais c'est le paradoxal en fait, parce que ce joueur, quand il parle aux médias récemment, Tourelle a réussi à amener, on le sent heureux. Tu vois, quand il parle, il y a eu une période où on avait la Cavani avec la tête des mauvais jours. Au début, sa relation avec Neymar était compliquée, mais j'ai l'impression que Tourelle a réussi à l'intégrer. Mais il plante, donc c'est bien. Mais puis c'est toujours douloureux parce que c'est un joueur qui, contrairement à beaucoup de joueurs, a su gagner son champ à sa sueur et pas parce qu'il est arrivé. Donc c'est toujours délicat, mais je pense que Cavani, il aurait dû partir l'été dernier, il est resté, maintenant, on verra. Ceci dit, la catégorie professionnelle la plus critiquée dans le football, c'est l'avant-centre. C'est un poste épouvantable parce que c'est un poste de sacrifice. Tu te retrouves face à des défenseurs centraux qui sont durs, qui sont grands, qui sont costauds. Il faut que tu arrives à exister. S'il marque pas, on dit tout de suite qu'il a fait un mauvais match. Contre Amiens, il met un penalty, il fait une très belle passe
décisive, que dans une action qui était comme, parce qu'elle n'était pas évidente. Non, il sait faire, mais il a besoin de marquer. Dans les périodes où Cavani marque, plus personne ne discute son utilité et sa qualité. Dans une période où l'équipe, il est très dépendant de l'équipe aussi. Si l'équipe balbutie un peu son foot, bah, il n'existe pas, ça c'est sûr. Donc, je crois qu'il faut l'accepter comme ça, ou alors il faut changer de type de numéro 9. Bah, réponse cet été. Voilà. Alors, on va parler un peu d'Alves, qu'on a un peu revu ces derniers temps après sa grave blessure. Est-ce que pour vous, ce joueur est-il cramé, Darius? Bah, il fait des choses intéressantes, mais dans l'ensemble, c'est complètement insuffisant. Il a été aligné sur l'aile, oui, c'était, ouais. Mais pour moi, c'est grandement insuffisant. Il On était sur l'aile et au sent, milieu, un peu hein, partout. Ouais. ouais, alors après, voilà, il revient de blessure, donc il faut attendre. Mais on sent peut-être plus le poids des ans sur lui que sur d'autres. À voir, ça reste un joueur qui a une technique hors pair. Tu parlais tout à l'heure de Di Maria qui frappait de loin. Ben, on pourrait avoir besoin d'un Dani Alves au top sur ce chapitre-là, parce que c'est vrai que frapper de loin, c'est vraiment un des manques récurrents de notre équipe. Et Dani Alves, il est expert à ce truc-là, mais justement, il en fait, par exemple, des frappes de loin, il en fait beaucoup moins que l'année dernière. On verra dans un mois quand il sera vraiment revenu de blessure, qu'il aura retrouvé le rythme, mais j'ai l'impression qu'il accuse un petit coup de vieux, le Dani. Je suis étonné que vous oubliez Verratti dans les frappes de loin. Vraiment étonnant. Lui-même à 3 mètres, il ne tire pas. Je crois. Encore contre Amiens d'ailleurs, à un moment où il a le but ouvert. Olivier, ton avis sur Alves? Bah, Alves, son cas, à mon avis, serait réglé si Meunier était à son niveau. Le fait que Meunier plonge redonne un intérêt à Alves. Là, on le fait jouer au milieu de terrain. C'est pas un joueur de milieu de terrain, surtout dans un milieu de terrain à deux. Il va forcément peiner parce qu'il a plus les qualités. Il les a jamais eues, mais il a plus la vitesse, il a plus le volume qu'il avait jusque-là. Mais si Meunier continue à déconner, Alves, en tout cas, si physiquement il a plongé, mentalement il n'a pas plongé. La vitesse avec laquelle il est revenu d'une très grave blessure, surtout à son âge, et l'enthousiasme qu'il dégage sur le terrain me font penser qu'il a encore une fraîcheur d'âme qui peut l'aider à avoir une place dans cette équipe. Très bien. Puis-je réagir? Bah, bien sûr. Je voulais juste applaudir le fraîcheur d'âme. Très chère dame. Fraîcheur d'âme. Avant de passer aux actualités de Paris, est-ce que vous avez regardé Tottenham United, juste par curiosité? Ou pas du tout? Pas du tout. J'ai eu les échos. Alors, ton avis, toi, sur le United de Solskjaer? C'est-à-dire dans le contexte de la Première Ligue, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais maintenant, on sait, on l'a vu, la difficulté pour les équipes de Première Ligue de jouer un autre football plus continental que celui auquel ils sont accoutumés toutes les semaines. Et puis là, le match de United, s'il n'y a pas de Réa, ils en prennent 5. L'autre, il fait un match, mais alors extraordinaire. On parle des qualités des grands gardiens, mais quand il est à son top, c'est largement le meilleur gardien du monde. Il aura sorti 5 occasions nettes. Donc ils sont dangereux parce que le milieu est costaud. Pogba est redevenu, ou sur les chemins de redevenir le grand Pogba. Devant, c'est pas mal du tout. Bon, derrière, c'est très lourdingue. Il y a des possibilités. Mais tu sens que Solskjaer apporte un peu à la façon Tourelle, c'est-à-dire avec sa bonhomie, son enthousiasme, il gratte les joueurs dans le sens du poil, il les emmène. Ça peut faire. Comment va être cette équipe dans un mois? Les courbes, en tout cas, sont en train de s'équilibrer. Les courbes de progression sont en train de s'équilibrer. Oui, exact. Il laisse beaucoup plus d'espace qu'avec Moreno. Ça peut être bien pour Neymar et Mbappé. On l'a vu sur la deuxième mi-temps, notamment contre Tottenham, où la défense n'est pas si sereine que ça. Ils ont tout ce qu'il faut pour qu'on les punisse. Il faut qu'on soit capable de le faire. Normalement, il faudra le faire, de toute façon. On n'a pas le choix. On va passer au mercato, ou plutôt pour le moment l'absence de mercato. On arrive à mi-janvier, toujours pas de recrues. Est-ce que vous êtes inquiet déjà? Et c'est lié, est-ce que vous comprenez le manque d'anticipation du club, Darius? Pour moi, le manque d'anticipation, c'est devenu une routine en fait. C'est comme le matin, tu vas au boulot, tu prends le métro. Antero. Mais je trouve par contre que les choses commencent à bouger. Il y a un premier élément qui est très différent des autres mercatos, c'est qu'on a un entraîneur qui ouvre sa gueule
sur le mercato. Je ne sais pas combien de fois il a réclamé un milieu, mais il s'est fait entendre, quoi. Et je pense qu'il a été entendu. Il nous a encore dit ce soir qu'il voulait Weigl, interviewé par RMC Sport. Voilà, donc il met vraiment la pression sur ses dirigeants pour qu'ils lui recrutent le joueur qu'il veut, enfin, ou en tout cas le profil de joueur qu'il veut. Et ça fait bouger les lignes, ça change les choses. On n'est plus dans, parce qu'avant il y avait le manque d'anticipation, il y avait l'apathie. Il y a quelque chose qui change. Vraiment plus que, je pense qu'on est en train juste de continuer à payer les années Le Tang. On s'en est toujours parmi. On peut pas, pour moi, ma lecture, on peut pas revenir sur le mercato de l'été Mbappé-Neymar. Pourquoi ? Parce que pour en reprendre un mot de ce cher Léo qui nous manque, le mercato c'est une question d'opportunité, et quand tu as l'opportunité de voir un Neymar, quand on voit déjà les retombées que ça commence à avoir au niveau des contrats, des sponsoring, ça va nous permettre dans un terme qui est relativement court de nous sortir un petit peu de cet étau d'étranglement qui est le fair play financier. Et c'était une opportunité à saisir. On le voit au développement de l'équipe qui va bien au-delà du football et qui commence à générer des revenus qui peuvent être très intéressants. Donc pour moi, ce mercato-là, il fallait le faire. Donc on va voir maintenant. Il faut juste réussir à gommer la pile d'erreurs qui a été faite par Olivier Le Tang quand il avait les pleins pouvoirs. Faut dire une chose, ce mec a fait n'importe quoi du début à la fin. Donnez les pleins pouvoirs à un Olivier, regardez ce qu'il fait. Il va se régler, Bastos. Ça va se régler. Il a fait n'importe quoi du début à la fin. On est dans la mouise maintenant, mais Tourelle demande. J'ai l'impression que ça a réagi du côté des dirigeants, donc ça va peut-être aller dans le bon sens, espérons-le. Olivier, toi, tu nous as pondu un papier sur le Club Panem que j'invite à lire à nos auditeurs sur le sujet. Dès le 3 janvier, où tu étais déjà très inquiet, tu dois l'être encore plus aujourd'hui, non ? Je suis forcément inquiet et moi, je ne vois pas comme un bon signe que non seulement Tourelle réclame tous les jours de nouveaux joueurs, mais il est maintenant aidé par Verratti, par Thiago Silva. Dès qu'on tend un micro à un joueur du PSG, il dit qu'est-ce que ça serait bien qu'on ait un nouveau milieu. Si tout ce monde-là n'a pas réussi à faire comprendre aux dirigeants qu'il faut un nouveau milieu, c'est super inquiétant. Alors, je suis inquiet aussi parce que c'est beaucoup plus difficile en janvier de réussir ce qu'on n'a pas été foutu de réussir au mois de juin. Au mois de juin, tous les joueurs sont disponibles, moyennant bien sûr des discussions, et puis non pas leur club est en train de reconstruire l'équipe. On n'est pas dans une position comme en janvier où tous les joueurs qui sont bien, les clubs veulent les garder, veulent pas se démunir s'ils continuent à avoir des objectifs par ces joueurs-là. Et puis alors les prix deviennent absolument hallucinants. On est inquiet également parce que le besoin de milieu qui existe depuis plusieurs années, qui s'aggrave d'année en année, il s'aggrave encore plus parce que on a foutu Rabiot au placard. Donc on n'a plus qu'un seul milieu. Et aujourd'hui, c'est même pas un milieu dont on a besoin, c'est au moins 2 milieux. Donc tout ça est forcément inquiétant. Et maintenant, si je parle du manque d'anticipation du club, moi je suis pas totalement d'accord avec Draiach. Il y a effectivement les années, les temps, couilles vertes, etc., où on s'est un petit peu planté. Mais le manque d'anticipation du club, c'est l'achat de Neymar et Mbappé. Ils n'ont pas été foutus d'anticiper la réaction du fair play financier. Tu peux pas acheter des joueurs de ce prix-là sans calculer ce qui va se passer par rapport aux réactions de l'environnement et du fair play financier. Et maintenant, on est totalement ligoté. On s'auto-interdit de recrutement tellement on a la trouille de ce qui va se passer quand le jugement va tomber sur Neymar et Mbappé. Moi, c'est ça qui m'inquiète, qu'on était infichu de prévoir ce qui allait se passer et qu'on ait foutu la totalité de notre cagnotte sur plusieurs années sur 2 joueurs alors que l'équipe s'appauvrit d'année en année dans les autres secteurs. Alors pour moi, je l'ai écrit, on n'a pas le choix. Si cette année, nous ne faisons pas un bon parcours en Ligue des Champions, on sera incapable de valoriser Neymar et Mbappé et on va aggraver encore les difficultés du remboursement de leurs coûts et on sera probablement obligé d'en vendre un à la fin de saison. Donc, le parcours en Ligue des Champions, le bon parcours au moins jusqu'aux demi-finales est impératif pour les exposer médiatiquement le plus longtemps possible et ça veut dire que qu'on a pris ce risque-là, il faut continuer à prendre le risque, on risquera pas plus avec le fair play financier,
en achetant des joueurs, 2 joueurs, de bons joueurs. S'il faut dépenser 80, 100 millions, j'en ai rien à fiche. Ils avaient qu'à y réfléchir avant de mettre 400 millions sur Neymar et Mbappé. Ils ont mis le doigt dans l'engrenage. Il faut aller jusqu'au bout. Si on ne prend personne, Tourelle l'a dit très clairement, on ne gagnera ni en février, ni en mars, ni en avril. Donc, pour moi, le manque d'anticipation, il est là. On va quand même pas s'auto-interdire de recrutement de mercato en mercato. C'est quoi cette histoire? Alors déjà, mince, j'ai perdu le fil. Oui, sur l'anticipation des punitions du FPF, non, elles étaient quand même difficiles à voir venir, dans le sens où QTA avait déjà été décoté, puis une nouvelle fois décoté, et finalement ils se sont réveillés un beau matin en se disant, en fait, ce contrat ne vaut que 280 000 euros. Ça a été la conclusion de l'estimation prononcée à un moment. Il y a une histoire de tribunal arbitral des sports qui est là-dedans. A priori, si on regarde ce qui s'est passé récemment avec le Milan, etc., Paris devrait obtenir gain de cause et l'UEFA devrait être envoyé dans les cordes. On ne peut pas l'assurer parce que la décision n'a pas encore été rendue, mais c'est probable. On ne pouvait pas anticiper une telle décote. C'est inenvisageable d'anticiper ça. Et c'est plus l'UEFA qui a cédé à des pressions, etc., qui a entraîné ce retournement de veste suite à ces deux transferts. Mais c'est pas, ces deux transferts fonctionnaient tel que ça avait été défini et la base sur laquelle le club s'était mis d'accord avec l'UEFA. Je ne dis pas que cet accord était bien, était machin, j'ai mis pas de jugement dessus, mais je dis juste que ça fonctionnait. Ensuite de ça, je partage pas ton avis. Il suffit de voir à l'heure actuelle, c'est le truc avec Jordan, machin, les marques, le fait que le PSG sont en train de devenir une marque au niveau global. Et d'ailleurs, j'étais halluciné quand j'ai été acheter ce Noël un petit pull à mon neveu au PSG Store pour voir que le PSG Store c'était toujours un peu à la one again, quoi. On n'est pas encore dans un store qui est propre avec tous les produits disponibles mais il y a une stratégie. Le football est en train de changer, ça ne se limite vraiment plus qu'au terrain. Et tu as l'opportunité de signer un Neymar, tu y vas parce que derrière tu vas retomber sur tes pattes et tu vas gagner beaucoup plus d'argent parce que tu auras fait cet investissement. Et voilà. Si tu veux, ce raisonnement, on pouvait le tenir au moment de l'achat de Neymar et Mbappé. Tu es obligé de constater que jusqu'à présent, l'achat de Neymar et Mbappé est un échec sportif. On n'a pas dépassé les 8e de finale avec eux deux. Et c'est un échec commercial. Si jamais Neymar et Mbappé avaient permis au PSG de multiplier ses revenus, on n'aurait pas de souci avec l'UEFA. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Quant à ne pas anticiper le retoquage des contrats, en 2014, le PSG a été déjà puni, a déjà été averti qu'il fallait arrêter avec ses contrats, qu'il aurait des soucis avec ses contrats liés au Qatar. Il a continué à dégager une source de revenus principale par ses seuls contrats. Ce qui lui pend au nez, c'est que ces contrats, de toute façon, devront s'arrêter. Ils ne seront plus légaux avec le nouveau fair play financier. Ça, ils devaient l'anticiper. Ils avaient eu un avertissement. Ils devaient, depuis 2014, développer leurs ressources extra-Qatar parce qu'ils savaient très bien que ça ne durerait pas la tolérance de ces contrats qui sont des contrats bidons, qui sont des contrats sollicités, qui sont des contrats déguisés d'une aide étatique. Ils le savent depuis le début. Donc c'est un risque énorme. Quelle expertise pour dire qu'ils sont bidons, Olivier? Non mais attends, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est qui le dit? Je veux dire, alors ils sont bidons dans le sens où si demain le Qatar part, l'argent n'est plus viable parce qu'il ne vient plus de l'État, donc il faudrait trouver. C'est ça le faire. J'ai généré des revenus extérieurs. D'accord, je veux dire, il y a un moment où on est beaucoup à parler sans vraiment savoir. Je veux dire, il y a qui est capable de dire à l'heure actuelle que le Paris Saint-Germain a fait un peu plus connaître le Qatar dans le monde, qui est capable de mesurer, laisse-moi finir, qui est capable de mesurer la quantité de contrats que le Qatar a pu négocier, entre autres, partiellement, par l'arrivée. Je veux dire, il y a un moment où, si tu veux, quand tu décotes les contrats comme ça, alors après, sur le principe du contrat, ça oui. Sur le fait et de toute façon, ce contrat n'avait pas vocation à être renouvelé. Tu es en train de dire que ça n'a pas été anticipé, c'est pas exactement vrai, parce que les mouvements pour justement s'externaliser par rapport au seul fonds venu du Qatar, ils n'ont pas commencé cette année. Ils ont pas commencé. On commence à les voir. On commence à les voir cette année, mais parce que ça prend du temps.
Ça prend du temps, on ne parle pas de 3 francs 6 sous. Et ça prend vachement de temps. Mais ce qui a foutu dans la merde et ce qui a complètement chamboulé les plans, c'est tout à coup une nouvelle décote. Et ça, c'était pas dans les accords. Alors, quand tu dis que indépendamment, je finis juste, indépendamment du fait que ça allait finir par s'arrêter. Ils avaient fait un business plan par rapport au fait que ça allait s'arrêter. Et tout à coup, on leur dit, bah non, il faut que ça s'arrête maintenant. Et ça, si tu veux, ils ont changé les règles du jeu en plein au milieu. Ça, tu pouvais pas l'anticiper. Depuis 2014, ils ont reçu l'avertissement. 2014, la première amende. Ils ont reçu l'avertissement, c'est quoi? Ils ont été décotés une première fois. Ben voilà. Et ensuite de ça, ça a été dit que ce type de contrat devait s'arrêter. Et il y a d'ailleurs, c'est celui de 2014 auquel tu fais référence, il s'est arrêté. Il est resté QTA. Et QTA va s'arrêter une fois qu'il arrive à échéance. C'est fini QTA. Après, il n'y a quasiment plus de contrat sponsoring avec le Qatar. Et tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment si tu as été incapable? Mais parce qu'on est en train de développer plein d'autres mais non, mais Drayas, où est-ce que tu as les arguments pour dire qu'on est en train de développer? Si on était en train de développer, on n'aurait aucun souci. Quand tu achètes Neymar et Mbappé, tu ne peux pas les rentabiliser en Ligue 1. La Ligue 1 est un championnat invendable. Donc tu ne peux les rentabiliser qu'en Ligue des Champions. Quand tu te fais sortir en 8e de finale, que tu as failli te faire sortir en poule, t'imagines sur quelle corde raide tu es en train de naviguer parce que tu as affaibli le reste de l'équipe à cause de ça. Donc là, le manque d'anticipation, il est total à ce niveau-là. Et si jamais on n'est pas capable de donner à Neymar et Mbappé les joueurs dont ils ont besoin pour pouvoir magnifier l'équipe, bah là, cet investissement devient complètement non productif. Là, on se rejoint. Enfin, non, pas non productif parce qu'il est déjà productif. Mais sportivement, ça commence à poser un vrai problème. Bon, vous n'aurez pas le même avis, c'est pas bien grave. Par contre, juste derrière ce que tu dis qu'on ne pouvait pas anticiper la décote, c'est plus ou moins vrai parce qu'ils savent très bien que c'est un fair play qui est flexible, qui est en discussion constante, en sable mouvant. Et en plus, Jean-Claude Blanc, lui, avait dit il ne faut pas faire les deux, ça va être une provocation. Il avait mis en garde Paris de ne pas faire les deux. Donc il y en a qui l'ont anticipé dans le club. Mais ce que je veux dire, c'est oui, mais ce que tu appelles, mais tous les mots sont là. C'est-à-dire que ça va être vécu comme une provocation et comme ça a été vécu par une provocation par des clubs, tout à coup, tu as l'UEFA qui change les règles du jeu. Moi, je ne suis pas en train de dire que le contrat qui existe entre Paris et QTA, alors je ne sais plus c'est quoi QTA exactement, je me souviens plus exactement. Qatar Tourisme, c'est l'office du tourisme du Qatar. Ouais, voilà. Bon, et bien, pas bien, machin, je suis pas dans le jugement de valeur et dans etc. Je suis juste en train de dire, bah voilà, les règles du jeu ont été comme ça et les règles du jeu, et effectivement, Olivier, c'est vrai, ça a été dit, et avant ça, on avait un précédent contrat, avec ma mémoire, je me souviendrai jamais, mais on avait un précédent contrat qui a été arrêté justement, je crois que c'était en 2014, et là, le QTA n'a pas pour vocation à être renouvelé. Mais de facto, on est en train. Alors, tu me demandais desquels noms, etc. J'ai pas forcément les noms en tête. Enfin, en gros, ça bruisse partout sur Internet. Et s'il y a des contrats qui sont en train d'arriver. Et je me suis perdu. Et oui, mais c'est bien ce que tu viens de faire. Ça a été vécu comme une provocation. Sous prétexte qu'il y a une provocation, ça peut être anticipé. On change les règles du jeu. Si quelqu'un vient te tape sur les doigts avec une règle et qu'à côté tu le provoques en l'insultant, il va te retaper. Oui, sauf que c'est pas une provocation en insultant, c'est juste des clubs qui n'ont pas envie qu'il y ait des nouveaux riches qui on viennent sait très bien comment ça fonctionne. Le club peut le savoir. Ça peut-être, mais pas que ce soit ramené à 280 000 euros. Quoi. Non, mais je ne te dis pas que les règles de l'UEFA sont justes. Non, elles ne le sont pas parce que effectivement, il y a un certain nombre de clubs qui sont les clubs historiques qui ne veulent pas que les nouveaux riches viennent piétiner leur plate-bande. Donc ils ont fait pression dessus, mais les règles on les connaît. Les règles qui ont été établies, qu'elles soient justes ou pas, elles s'imposent à tout le monde. Dès lors que la règle dit, vous ne pouvez pas dépenser plus que les recettes proprement footballistiques vous rapportent, c'est-à-dire retombées télévisuelles, les stades, les sponsors privés, etc., bah, tu te démerdes pour pouvoir rester dans ces clous-là. Si tu franchis la ligne jaune en non seulement faire des transferts faramineux, et en plus sans changer ton mode de financement, c'est-à-dire en restant ultra dépendant de contrats qui sont condamné par l'UEFA, bah, là tu as vraiment pris le maximum de risques. Condamné, tu vas trop loin. C'était pas des contrats qui étaient condamnés par l'UEFA. Hein. Ils sont en tout cas retournés par l'UEFA. Depuis des années. Ils étaient discutés et ils en étaient arrivés à un accord. Temporaire. Enfin, c'est un accord chaque année qui bougeait. Donc. Tu sais, dès que t'es dans c'était un peu de la spéculation. Quoi. Voilà. Tu es dans une situation borderline, tu sais bien que si on veut t'emmerder, on peut le faire. Parce que tu te retrouves dans une situation qui n'est pas la situation souhaitée. Et c'est de l'arbitraire, je suis d'accord. C'est là où il y a un paramètre qui rentre en compte, c'est qu'il va y avoir un arbitre sur ça.
sur des règles changeantes. Et comme c'est des règles changeantes, Paris Saint-Germain aura très certainement gain de cause au niveau du tribunal arbitre. On verra, mais pour moi, c'est Jusque-là, Paris Saint-Germain n'a jamais eu gain de cause. Et le fait que la décision du TAS tarde, alors que tout le monde disait que la décision du TAS c'était 3-4 semaines, ça va pas dans ce sens-là. Et puis la décision du TAS, elle va remettre en cause le deuxième examen, mais elle remettra pas en cause le fond de l'affaire. Donc c'est pour ça que moi je m'occuperai pas de ces gens-là et j'achèterai ce qui est disponible sur le marché, quel que soit le prix. On a pris déjà un risque financier, on n'en prend pas un pire, et pour pouvoir au moins se servir de Neymar et Mbappé pour nous faire gagner et pour nous faire gagner de l'argent. Parce que ce que va rapporter Neymar et Mbappé, c'est à travers des résultats sportifs en Ligue des Champions. Si tu les exposes pas en Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1 qui va te les rentabiliser. Et il y a des premiers bruits, premières rumeurs qui disent que le TAS refuserait la démarche du PSG. Bon, on verra. On va se recentrer sur notre mercato, donc pas de recrues pour le moment, toujours ce coup près du fair play financier, donc on a un peu les mains liées pour vraiment recruter le profil qu'on veut. Il y a quelques pistes, il y en a deux qui ressortent. Il y a celle menant à Idrissa Gueye d'Everton, puisque Pinizavi aurait été mandaté pour ce transfert, donc ça doit être plus qu'une piste. Et il y a Weigl, puisque Tourelle en a parlé aujourd'hui en disant le vouloir. Donc est-ce que vous appréciez ces deux pistes? Et est-ce que vous avez une préférence parmi les deux, Olivier? Moi, je pense qu'il faut les deux. Enfin, en tout cas, deux profils de ce type-là. Alors, je vais commencer par Weigl parce que il a quand même beaucoup d'arguments en sa faveur. C'est d'abord un joueur que connaît Tourelle, que Tourelle a un peu façonné. Donc, on peut penser que sa capacité d'adaptation va être très rapide. Ensuite, c'est l'inverse de Marquinhos. Marquinhos, c'est un défenseur central qui maintenant peut évoluer au milieu. Weigl, c'est un milieu de terrain qui évolue souvent en défenseur central. Et dans une équipe où on manque beaucoup de milieux, d'avoir ce profil un peu polyvalent, je crois que c'est quelque chose qui est intéressant et qui donnera à Tourelle plusieurs possibilités tactiques. Mais il répond pas à ce qui manque vraiment dans cette équipe, ce qui manque depuis que Thiago Motta décline et est parti, il manque un vrai 6, il manque une sentinelle. Ça, on en a raté avec Cabaye, avec Stambouli, enfin bon, on s'est planté sur ce truc depuis le début. Ce joueur-là nous manque, on en a besoin. T'as aucune grande équipe européenne qui n'a pas ce type de joueur. Tu vas pas gagner en faisant de la dentelle, tu as besoin d'avoir quand même un gars derrière qui va tenir la baraque. Rappelons qu'à l'époque des Galactiques du Real Madrid, il y avait quand même, comment il s'appelait, notre français? Makelele, qui faisait le sale, il faisait quand même le sale boulot derrière cela. Donc, à mon avis, il faut le 6. Si on n'a pas les moyens de faire un très grand 6, et moi, Alan était un joueur qui m'intéressait à ce niveau-là, Gueye, ça reste quand même un bon compromis. Vous qui êtes attaché aux statistiques, il a actuellement le deuxième meilleur statistique derrière Kanté. Comme Krikoviak à Séville. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur la difficulté des statistiques, qui vous arrange quand c'est Draxler, mais qui vous emmerde quand c'est, je constate. Quand ça dépend comment tu les mets, les statistiques. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi tu dis vous? J'ai rien dit. Si c'était toi, tes stats de si c'est toi qui m'as sorti statistique par statistique, là, la nouvelle. Mais il a rien dit sur les stats de Gueye. Et j'attends, il va le dire forcément, puisque tu l'as briefé là-dessus, il va le dire forcément les stats. Non mais, sans blague, le vrai 6 nous manque. Gueye, c'est un joueur qui a des références à ce niveau-là en Première Ligue. Il est coté à ce niveau-là en Première Ligue. Si on faisait Gueye et Weigl, moi je pense que c'est quand même un bon compromis dans l'état dans lequel on s'est mis. Rayas. Alors, pour le coup, je vais lire parce que en réaction, mais et pour le reste, je ne lirai pas. Je ne le connais pas assez. Défensivement, il a l'air très costaud, mais est-ce notre besoin? Oui. Voilà. Donc, je n'étais pas en train de remettre en cause les stats quand ça m'arrange pas, ou je sais pas quoi, ou que, ou qu'est-ce. Et pour répondre d'abord à Weigl, parce que j'avais pas bien lu la question, sur Weigl, moi, ça dépend. Est-ce qu'on signe De Jong cet été? Est-ce qu'on signe pas De Jong cet été? Parce que si tu signes De Jong cet été et que tu te retrouves avec Weigl et Marco Verratti pour te retrouver avec un Weigl qui est sur le banc, qui est pas content parce qu'il a quitté Dortmund et qu'il est sur le banc. Il aura le temps de jouer à Dortmund, il joue 3 matchs. On n'a plus qu'un milieu, Draya, ça sera pas du tout plat. On n'a plus qu'un seul milieu. Je finis juste. Et deux, ça peut pas être Verratti. En gros, si tu joues avec un milieu à deux, c'est De Jong, Verratti. Et si tu joues avec c'est pas fort dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tu as besoin d'un profil qui est quand même vachement plus offensif. Et de toute façon, moi, c'est jamais un joueur duquel j'ai été fan. Mais si on fait De Jong cet été,
tu te retrouves vraiment avec un profil double emploi et c'est pas si intéressant. Moi, j'aimerais bien plus. On parle d'un prêt pour Weghel, peut-être. Oui, après avec après, ça sera son d'achat obligatoire. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien plus un 8, un physique. Mais est-ce que Gay, c'est vraiment notre besoin? Parce que si on réfléchit, mais un mec qui ne sait que défendre, parce que je le connais pas du tout. On n'en a pas. On n'en a pas d'autres. Mais si on prend un mec qui ne sait que défendre, est-ce que c'est si bien que ça? Je veux dire, tu le mets où si ton mec ne sait que défendre? Tu le mets en 8, mais dans ce cas-là, tu te prives de vachement de trucs pour relancer. Tu le mets en 6, tu te prives d'une bonne part de rampe de lancement. Tu as besoin. Tu faisais la comparaison avec Makelele. Alors, Makelele, c'était un joueur très propre, assez limité au niveau des choix, mais très propre. Mais très très propre. Mais et au-delà de ça, le foot a vraiment changé entre-temps. Avant, à l'époque de Makelele, il y avait quand même, on n'est plus à l'époque du MW, mais un joueur avait plus ou moins un poste. Maintenant, les permutations, c'est devenu une norme. Et le foot a vraiment changé à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'avoir un joueur qui est bon dans une tâche, on a besoin d'un joueur qui est capable de rendre plusieurs types de services. Et est-ce que ça correspond vraiment à notre besoin? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est compatible avec la manière, avec la vision de Tourelle? J'en suis pas sûr du tout. Je connais pas le joueur. De ce que j'en entends dire, je suis pas sûr que ce soit vraiment le profil. Moi, je vais donner mon avis vite fait là-dessus. Alan, c'est plus un 8 d'ailleurs. Alors, il faudrait un joueur comme Alan, mais qui soit devant Marco dans ces cas-là. Il faudrait le mec physique, mais qui soit plus en position de milieu tout-terrain, donc devant ton regista qui pourrait être Marco, pour permettre de presser et qui a aussi une technique comme Alan suffisante pour continuer l'avancée du ballon. Le problème avec un Gay, c'est que lui, c'est un joueur assez peu mobile qui joue vraiment comme une sentinelle et donc qui va se retrouver proche des décès et qui n'a pas une relance très bonne. Il ne va pas casser les lignes, c'est vraiment du jeu latéral. Du coup, on va encore avoir le même problème avec Verratti qui va devoir aller chercher le ballon dans les pieds de Gay et on va se retrouver à 5 ou 6 contre 3 face au premier pressing. Pour faire avancer le ballon, tu passes le premier pressing, tu te retrouves à attaquer à 7 contre 4 derrière. Donc, je pense pas le bon profil. Il faudrait c'est au moins le profil qu'on n'a pas. Ça, il y a une chose qui est incontestable, c'est le profil qu'on n'a pas. Je pense que Weghel représente mieux une solution que Gay parce que lui, il a cette première relance pour permettre à Verratti derrière de continuer la remontée du ballon. Après, ce qui a changé notre équipe, c'est la mise en place de Marquinhos dans le milieu de terrain. Oui. Marquinhos, c'est vraiment pas ses qualités principales d'être un conducteur de ballon. On a mis Marquinhos avec Verratti parce que Marquinhos, il est capable de soulager, d'aider Verratti sur la récupération. Olivier, on voit bien que Verratti doit quand même se charger de toutes. Il se chargera toujours de tout. Regarde. On a vu les défauts contre Liverpool, on n'arrive plus à faire monter le ballon à partir de la 20e minute. En équipe d'Italie, Verratti il est libéré parce qu'on a mis Paulinho avec lui. On a besoin de... Regarde, le Real Madrid, quand ils ont mis Casemiro dans le milieu de terrain, là, l'équipe a totalement changé. Tu as besoin, dans le foot moderne, d'avoir ce type de joueur. Il n'y a aucune équipe qui gagne sans ce type de joueur. C'est vrai, Olivier, sauf que le Real a Kroos, à Modric et à des décès qui... Mais on a, nous aussi, on en a plein des comme ça. Non, ils ont des latéraux, ils ont des latéraux. On joue avec 4 offensifs. On joue avec 4 offensifs, plus Marco Verratti, qui est un joueur qui est polyvalent, qui peut monter, qui peut tout faire. On est une équipe à 4 offensifs. Et il faut se poser la question si Tourelle ne joue pas avec 2 milieux parce qu'il n'a pas la possibilité d'en faire jouer 3. Si tu as un vrai 6, une sentinelle, tu peux reconstruire un milieu à 3 qui peut être très performant. Ça t'ouvre des capacités techniques, des capacités tactiques. On n'a plus ce profil de joueur dans l'équipe. Il manque vraiment pour pouvoir ouvrir les possibilités, à mon avis. Je ne parlais pas de joueurs offensifs, je parlais de joueurs capables d'assumer l'avancée du ballon. Au Real, les latéraux, par exemple, Marcelo et Carvajal, sont tout à fait capables de se recentrer, de faire avancer la balle. Nous, on n'a pas ce profil-là. Tu peux pas, on ne va pas tout changer. Notre défaut, qui est qu'on est en sous-nombre derrière la balle et à la relance, avec Gay, pour moi, il sera amplifié. Mais ce n'est que mon... Et regarde, on a quand même une évolution de nos centraux actuellement qui est très satisfaisante de ce point de vue-là. Ils sont plus derrière sur la ligne. Tu vois Marquinhos et Silva, ils jouent dans le camp adverse. Ils font monter la balle, ils tirent de loin. Ça a été les satisfactions de ce début de 2019. Moi, je pense que se priver d'un profil comme ça qui n'existe plus dans l'équipe, qui existe dans toutes les équipes performantes, si. Regarde, le Real et la Casemiro. City, c'est qui? Non, mais City, c'est l'exemple de la belle équipe qui gagne rien. À Liverpool, en Europe, ils gagnent rien depuis 5 ans. À Liverpool, ce profil, c'est qui? À Barcelone, c'est qui?
Ah bah Barcelone, tu as, comment il s'appelle Chelsea, il y en a un. Chelsea, il y Busquets, en a un. Busquets. Non, pas Busquets, Pas c'est de le Busquets, sentinelle, Mais, Busquets. non, Oui, mais mais Busquets est Busquets, beaucoup ça n'a plus rien fort. à Ah bah voir. attends, mais si on avait les moyens, bien Mais sûr c'est pas qu'il une faut question de prendre encore moyens. mieux. C'est pas une question de moyens. Ah, C'est c'est juste une que question de moyens. C'est je une question vous de ai moyens. écouté. J'étais sur le côté du ring pendant 5 minutes. Je vous ai écouté. Vous avez chacun parlé. Ça fait rien. Je peux finir une phrase? Punch. Est-ce que je peux finir une phrase? Oui, oui, oui. Merci. Ah, donc, c'est pas une question de moyens. Il y a 2 minutes, tu nous disais toutes les équipes à l'heure actuelle ont ce genre de profil. Comme ça, alors que j'ai une mémoire catastrophique, j'ai pu t'en sortir 3, au moins 3 qui n'en ont pas. Et quand tu compares Busquets à ça, Busquets, il a absolument pas l'impact défensif d'un Gay. C'est pas du tout comme ça. Et Barcelone ne défend pas du tout de cette manière-là. Tu peux pas faire cette comparaison-là. Et la question se pose, c'est est-ce que ce profil est vraiment ce dont a besoin un top club? Est-ce que c'est grâce à ce profil que tu vas pouvoir faire des gros matchs en Ligue des Champions? Oui. Personnellement, je n'y réponds pas par l'affirmative. Je ne suis pas sûr de moi. Je n'ai pas de garantie là-dessus. C'est clair qu'il nous manque un profil qui est capable de défendre outre Marco Verratti, de quelqu'un qui est même plus hargneux que Marco Verratti, et Alan, par rapport à ce que tu étais en train de raconter, effectivement aurait été quelqu'un d'intéressant. Mais si Gay est si mauvais que ça... Non, il n'est pas mauvais, c'est une légende, ça. Laisse-moi finir. Si Gay est si mauvais que ça dans sa capacité de relancer le ballon, apporte si peu... Et d'ailleurs, je voulais réagir, tu disais tout à l'heure que Marquinhos, il est très très bon en relance. Hein. C'est très nouveau. Il a été critiqué pendant des saisons parce qu'il prenait aucun risque. Il y a eu une phase où il n'en faisait pas assez, où il n'en fait pas assez, mais c'est pas parce qu'il n'en faisait pas assez qu'il n'était pas bon au niveau de la relance. Et on le voit récemment, c'est un joueur qui est très intéressant dans ses passes vers l'avant, qui est capable de trouver des passes au sol de droite et des transversales qui sont très intéressantes. Mais puis après, je me suis perdu. On vous enflamme sur la relance quand on voit David Luiz, quand on voit ces défenseurs-là. Mais il est pas mauvais comme le. Non, il est plus actif, mais c'est comme le disait Olivier tout à l'heure. Non, il sait pas qu'il était pas mauvais. Liverpool et Belgrade, par exemple, il prenait pas de risque. Il fait pas grand-chose avec ballon, Marquinhos, pour Liverpool. Sous pression, il a plus de mal, mais c'est pas. En même temps, c'est un nouveau. Olivier, du coup. Et sur Liverpool, tu cherchais le milieu défensif, tu as Milner. Milner, c'est exactement ce type de chien qui est là à courir, à gratter les mollets et à récupérer des ballons. Il n'y a pas de grande équipe sans ça. Il y en a pas. Sauf que Milner est le 8 devant un 6. Oui, mais les 8, les numéros, ça n'a plus d'importance. Oui, mais pour l'avancée du ballon, il faut mieux que le joueur plus physique soit devant. Mais après, on a. Lisez un petit peu les articles anglais. Gay, il est extrêmement coté en Première Ligue. Hein. Il est considéré comme un des meilleurs milieux défensifs de la Première Ligue. Comme Schneiderlin était à Southampton. Et pas à Everton, il est jugé par rapport aux autres milieux dans des plus grandes équipes que la sienne. À Everton. Non. Il a des statistiques extraordinaires. C'est le dragster anglais. Olivier, t'entends pas ce que je te dis. Il est très très bon à Everton. Oui, avec une équipe qui joue d'une certaine manière. Est-ce que ce genre de joueur, avec les limites qu'il a, serait utile dans des luttes de haute volée? J'en doute. Parce qu'encore une fois, je n'en vois pas tant que ça dans les autres équipes. On a un joueur qui était très coté quand il jouait à Southampton, qui était Schneiderlin, qui avait les meilleures stats défensives. On a vu à United derrière ce que ça donnait. Je te dis pas on a toujours ce risque avec Gay. Tant qu'un joueur n'a pas joué dans un grand club, on est incapable de dire si c'est un grand joueur. Dans un club comme le PSG, qui est incapable de recruter un milieu depuis 4 ans, on va toujours, de toute façon, prendre un risque. De toute façon, au mois de janvier, tu vas prendre un risque. Il n'y a pas d'autre solution. Tous les bons milieux de terrain, ils sont verrouillés et personne ne les laissera partir. Surtout pas avec les clopinettes qu'on veut mettre dans ce mercato. Donc, tu es obligé d'avoir le risque le moins risqué possible. Très bien. Donc, pour toi, c'est le profil idéal. Moi, je veux Weigl et Gay avec les moyens qu'on a. Si jamais ils cassent la tirelire, là, je veux les meilleurs du monde, ça c'est sûr. Et pour Dreyas, c'est la surprise. Il ne sait pas trop. Je le connais pas. De ce qu'on m'en dit, c'est pas le profil que j'ai envie de voir débarquer. Alors, on va imaginer maintenant un scénario où rien ne bouge, l'effectif reste le même. Doit-on dans ce cas réintégrer Rabiot comme Tourelle le souhaite et l'a annoncé clairement en conférence, Dreyas? Oui, car le sportif passe avant l'ego des supporters. Bravo, clair, net, précis. Olivier? Bien sûr que oui, je vais être net et précis, parce qu'on s'est déjà pénalisé financièrement en se débrouillant comme des manches pour le laisser partir libre. On va pas en plus se tirer une balle dans le pied sportivement en le mettant en placard alors qu'on n'a pas de milieu et qu'on n'arrive pas à recruter d'autres. Halte à la double peine. On va passer maintenant au PSG, les médias, et ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y a déjà eu l'interdiction du journal L'Équipe de participer aux conférences de presse, en plus d'un boycott général. Est-ce que vous comprenez cette décision, Olivier? Je la comprends, mais je ne l'approuve pas.
Un club du niveau du Paris Saint-Germain a besoin des médias. Il ne peut pas développer son projet sans médias. On sait quelle est la presse d'aujourd'hui, qui est une presse de provocation. Il n'y a qu'à voir les traitements de différents clubs européens. Bon, à part certains journaux qui sont des journaux supporters, il y a des clubs qui prennent encore plus cher que le PSG par leur presse. En plus, la liberté de la presse est quelque chose de sacro-saint et personne ne défendra le PSG dans un boycott. Et je crois que le traitement de l'information par l'équipe est détestable, mais finalement pas beaucoup plus que la gestion de la communication par le club. Et les deux retentissent l'une sur l'autre. On est nul en gestion de communication depuis des années. Hein, ça s'est un peu amélioré sur le plan sportif parce que Tourelle est bien plus fort dans ce domaine que ses deux prédécesseurs. Entre le muet et puis le gars qui savait pas parler français, on a quand même trouvé un type intelligent qui est capable d'amadouer les médias, de faire des petits coups, etc. Mais il manque dans ce club un communicant de haute stature pour être la voix du club, éteindre les incendies, monter au créneau quand il le faut, savoir se mettre la presse dans la poche, c'est un métier. Voilà, Léo en son temps. Entre un président qui ne parle que pour dire que son coach est le meilleur du monde après la première victoire venue et un directeur sportif muet, il y a du boulot pour avoir une communication qui permettrait, sinon de contrôler un journal, au moins de limiter la casse et d'avoir avec lui un modus vivendi, parce que c'est l'intérêt des deux de parler du PSG et si possible, pas le plus mal tout le temps. Darius. J'avais écrit moi, l'intro que tu as dite, Olivier, c'est peu ou prou ce que j'avais écrit et je la comprends, mais je ne l'approuve qu'à moitié. Peu importe les âneries écrites par l'équipe, je ne suis jamais pour museler un média. Mais il y a quand même une grande différence. Tu disais, tu faisais une comparaison avec les autres championnats. Il y a une grande différence dans les autres pays, dans le sens où les autres pays, ils ont des journaux qui sont pro le club. Ce qui n'est pas le cas en France. Hein. En France, le journal pro Paris Saint-Germain, ça va être Planète PSG, ou ça va être le journal édité par l'Olympique Lyonnais, mais des journaux de presse, ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, dans les autres pays, il n'y a pas ce snobisme qui est dans le regard du football qu'on trouve encore en France. Et les équivalents du Monde, que sont le Guardian ou d'autres journaux, ont des vraies pages football avec des vraies analyses de fond. Et du coup, le regard sur la presse est complètement différent. Et en France, c'est vrai qu'on est dans une situation assez particulière où il y a cette espèce de monopole de l'équipe. Il y a le Parisien, mais le Parisien parle surtout du PSG. Et c'est pas non plus une grande presse sportive. Faut appeler un chat un chat. Et il y a cette espèce de monopole de l'équipe. Et il y a donc les choses sont plus troubles que ça, mais même si c'est plus trouble que ça, c'est pas une raison pour museler la presse. Tu sais, moi j'ai lu un petit peu, enfin quand tu as les échos des tabloïds anglais, qui lit la page sportive du Guardian et du Times? Bon, des gens normaux, mais le beauf du coin, il lit le Sun, le Mirror, etc. Et là, c'est vraiment la presse de caniveau contre le club. Mais bien sûr. Lis le Marca de ce qu'il dit du Barça par rapport à ce que les journaux du Barça disent du Real Madrid, et là tu verras que c'est aussi des débordements énormes. Et oui, sauf qu'en Espagne, alors je me souviens plus du nom, mais en Espagne, il y a un équivalent du Guardian qui existe. En Angleterre, il y a le Guardian qui existe. En France, il n'y a qu'un journal. Il n'y a que l'équipe. Tu vois, on n'a pas de presse sportive, on n'en a jamais eu. Et ensuite de ça, tu parlais Marca, c'est un très bon exemple, mais Marca en Espagne, et c'est juste parce qu'on ne connaît pas très bien, mais je suis sûr qu'il y a des journaux qui sont pro-sévillans. Tu as Mundo Deportivo et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, les deux sublimes mythomanes de Barcelone, AS, voilà. Et Sport. Voilà, qui sont pro-barcelonais. Tu as Marca donc, qui est pro-Real. Tu vois, en fait, tu as toute une faune de journaux qui fait que ça se contrebalance. En France, cette faune, elle n'existe pas. Il n'y en a un seul, point. Et c'est la voix unique. Donc c'est là où ça change diamétralement le rapport entre les clubs et la presse sportive, quand tu sois en France, ou que tu sois en Angleterre, ou que tu sois en Espagne, ou en Allemagne, à mon avis, en France, il y a ce snobisme vis-à-vis du sport en général et du foot en particulier, qui fait que... voilà. Je recommande l'excellent livre de David Garcia qui est sur le monopole de l'équipe et qui parle de toutes les stratégies du groupe Amaury pour avoir muselé tout. Le Parisien qui appartenait à Amaury. Mais quelle que soit la position hégémonique de l'équipe, quelle que soit l'envie de l'équipe de vendre de la feuille en parlant mal ou bien du PSG, le devoir d'un club dont l'image
est quand même le primum movens. C'est pour l'image que ce club a été racheté par les Qataris, impose aux Qataris de mettre dans ce club un directeur de la communication qui soit le plus performant du monde et qui soit capable de gérer les rapports avec l'équipe. C'est quand même pas compliqué de gérer les rapports avec l'équipe. Là-dessus, on est infiniment d'accord, et de la même manière qu'on est d'accord que ce n'est pas une manière de procéder que de museler un journal, quoi. Tu gagnes jamais là-dedans, tu gagnes jamais dans ce combat-là, jamais. Et il n'y a pas que l'équipe, puisque de manière plus générale, le PSG veut maintenant faire signer une charte, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, à l'encontre de l'ensemble des médias, ce qui fait un peu grincer des dents l'Union des journalistes qui a réagi. Est-ce que cette stratégie de durcir le ton avec la presse en général vous semble une bonne stratégie? Vous avez commencé à y répondre, Drayas. Marseille l'a tenté et ce fut un fiasco. Il n'y a pas d'autre mot. Alors nous, c'est différent, hein. Nous, on est en tête de la Ligue 1 de manière... c'était à l'époque de Deschamps, je crois, et c'était pas une année où ça marchait bien que Marseille l'avait tenté. Donc nous, ça risque de passer, c'est-à-dire qu'on risque de pouvoir l'imposer parce qu'on est en position de force. Mais je trouve qu'en termes d'image, c'est très médiocre, c'est très moyen, ça fait petit dictateur. C'est déplorable. Voilà. Olivier? Il y a deux façons de voir cette charte. Il y a une façon, effectivement, comme le dit Drayas, une façon un peu dictatoriale de demander à la presse ce qu'on veut qu'elle écrive. Et ça n'a aucune chance de fonctionner. Et puis, par contre, ça peut remettre les choses en perspective si elle précise les droits et les devoirs de chacun. Les devoirs du club, ses droits, les devoirs de la presse et ses droits. À partir du moment où on peut arriver à un gentleman agreement, une normalisation des relations, ça peut aller dans le bon sens. Mais bon, tu sais, puis on est tous un peu sensibles du cuir quand on lit la presse. Mais si le PSG a autant à gagner, l'équipe a autant à gagner à parler en bien du PSG qu'à en parler en mal. À nous de nous donner les moyens qu'elle en parle plus en bien qu'en mal, et ça dépend des résultats sportifs et de la qualité de notre communication. On va rajouter, Drayas? Nope. Ok, très bien, merci d'être resté jusqu'au bout de ce podcast mouvementé. On espère qu'on pourra se retrouver la prochaine fois avec peut-être une nouvelle recrue, ce satané milieu de terrain. Prochain match de Paris, c'est samedi pour une revanche contre Guingamp. Un petit pronostic, Drayas? Je pense qu'on va un peu les punir, je pense. Je vois un 3-0. Ok, Olivier? Oui, de toute façon, moi, j'ai même pas de prono. Il faut leur marcher dessus parce que là, c'est pas acceptable. Très bien, merci à vous deux. Bonne soirée les auditeurs. Bonne soirée, à bientôt. Ciao.